Yes! C'est fabuleux! Thomas Levé. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Au programme cette semaine, nous reviendrons sur le pétage de plomb et la disqualification de Sergio Garcia en Arabie Saoudite. Et nous évoquerons le Phoenix Open et son ambiance phénoménale. Et avec moi pour animer cette émission, les envoyés spéciaux du Journal du Golf en Arabie Saoudite et en Arizona, Martin Coulon et Jean-Philippe Rodenburger. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Salam alaikum. Les envoyés très spéciaux. Ouais, oui. Très spéciaux. Martin reviendra un peu plus tard sur cette ambiance très particulière en Arabie Saoudite qui n'a rien à voir avec Phoenix. On y reviendra aussi. Rien à voir, ouais, je pense. Mais les polémiques sur le fait de disputer un tournoi dans cette dictature ont été éclipsées par le Garcia Gate. Donc on rappelle brièvement les faits. Samedi, à la fin de son troisième tour, l'Espagnol a été disqualifié pour mauvaise conduite. Il avait détérioré 5 greens pendant ses 18 trous. C'est la partie derrière qu'il a signalé. Martin, vous étiez donc sur place. Est-ce que vous en avez entendu parler pendant sa partie? Vous saviez que quelque chose se tramait, s'était passé? Comment vous avez eu vent de cette affaire? Pendant sa partie, non, parce que pour rien vous cacher, Sergio Garcia n'a pas très bien joué pendant les deux premiers tours de ce Saudi International inaugural. Et du coup, il partait très tôt avec Renato Paratore pendant son moving day, pendant le troisième tour. Donc il partait très tôt et en gros, il n'y avait personne. Déjà sur les parties de tête, il n'y avait pas grand monde. Et alors là, sur les parties du matin, pour rien vous cacher, il y avait vraiment personne à part deux commissaires et peut-être trois personnes qui s'étaient un peu perdues par là. Donc non, pendant la partie, on n'a pas spécialement eu vent de ça. C'est juste quand Garcia est rentré au recording que là, les choses ont commencé à s'ébruiter un petit peu, et en particulier c'est mon collègue espagnol Juan qui m'a fait part de... Oui, c'est vrai, il s'appelle Juan, rigole pas, il s'appelle comme ça, j'y peux rien. Non mais Martin, vous êtes en train de nous dire que Sergio Garcia a salopé, on va dire 5 greens pour tout le reste de la journée. Ouais, en fait, avec les pieds, il a piétiné, il a un peu... et à un moment, il a mis un coup de putter même. Voilà, donc il y a eu grosse polémique, parce qu'évidemment les parties de derrière, pas seulement une partie juste derrière, mais les 4 ou 5 parties de derrière se sont rendus compte que les greens du Royal Greens Golf and Country Club avaient vraiment pris cher dans leur tronche. Alors moi j'ai eu un joueur espagnol qui ne souhaitait pas être cité, qui m'a dit alors la première fois je me doutais que ça pouvait être potentiellement Sergio parce que je savais qu'il jouait devant moi, et la deuxième fois j'étais sûr que c'était lui quoi. En gros, depuis le début de la semaine, Garcia il était un peu sous tension, on va pas le cacher, il n'était pas spécialement au top. Des problèmes personnels apparemment. C'est pas grand chose. Oui, mais c'est pas une raison, pour amener sur les greens sa frustration. On a vu des images aussi, il était dans un bunker la veille. Ça montait. Voilà, il laboure un bunker, là c'est beaucoup plus grave, un green aussi, on y reviendra. C'était une des têtes d'affiche de ce tournoi, même s'il y avait les meilleurs joueurs du monde qui étaient là. On parle d'une prime d'engagement de 500 000 livres pour Garcia. On a dit il va les rendre ces 500 000, il prend une amende. Martin, qu'est-ce qui se passe exactement officiellement au-delà de la disqualification pour Garcia? C'est déjà beaucoup, mine de rien. C'est normal. C'est normal, on va pas aller plus loin là-dessus. C'est normal. Sur des sanctions supplémentaires, le tour a été très clair là-dessus. Officiellement, il n'y en aura pas. Je me doute qu'officieusement, dans les coulisses du tour, ça va pas rester impuni. C'est quand même quelqu'un qui est vecteur d'exemple pour le Tour européen. C'est quand même le plus gros scoreur de l'équipe européenne de Ryder Cup de l'histoire. C'est quand même un bonhomme qui a gagné un majeur, à savoir le Masters il y a 2 ans. Promoteur de tournoi sur le Tour européen. Bref, on va pas refaire le CV de Garcia, qui est un joueur exceptionnel. Ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est ce côté un petit peu exemplaire, mine de rien. Même si on est en Arabie Saoudite, même si personne n'a rien vu, même s'il y a très peu de vidéos, voire pas de vidéos qui ont fuité. Il y a eu des photos. Un confrère écossais qui a pris une photo du green endommagé. Ouais, c'est Martin Dempster, mon pote du Scotsman, qui est retourné le lendemain, donc le dimanche, voir ce fameux green du trou numéro 6 qui avait été martyrisé de fait par un coup de putter. On a vu, le green était immaculé, il y avait vraiment, ça avait été réparé, mais il y avait vraiment un seul niveau, donc c'était vraiment à cet endroit-là que ça s'était passé quoi. Mais surtout que le parcours apparemment est tout neuf. Moi je trouve ça quand même complètement hallucinant d'un joueur. Que le parcours soit tout neuf. Oui, non, ça change rien. D'accord, mais je trouve ça hallucinant de la part d'un joueur comme Garcia. Justement, Martin le dit, c'est un joueur qui est c'est l'exemple, joueur de Ryder Cup, plein de victoires. C'est incroyable, c'est du jamais vu, du rarement vu, ou du jamais vu. Je veux pas dire qu'on excuserait un jeune joueur qui pète un câble, mais Garcia encore moins quoi. C'est inexcusable. Ça a évidemment beaucoup fait réagir. Martin, vous avez eu quelques joueurs français. On va écouter le premier d'entre eux, c'est Alexander Levy qui revient donc
sur Sergio Garcia et sa disqualification et son comportement. Je vais être honnête, moi Sergio j'adore, je ne vais pas le critiquer, même si je trouve que ce qu'il a fait c'est pas bien. On a tous fait une fois un pétage de plomb, après ce qu'il y a c'est que lui il l'a fait pendant 5 trous. Voilà, après j'ai envie de dire oui, c'est normal qu'il se fasse sanctionner. Je pense qu'il aurait fait une fois, il aurait pris une amende, là il a fait 5 fois, donc disqualification. Mais c'est vrai que c'est pas terrible et que ça donne pas une très bonne image. Mais ça enlève rien à Sergio qui est un super mec avec nous. Martin, une réaction? Ouais, mais l'idée c'est que tous les joueurs cherchaient, ils cherchaient pas à excuser, clairement pas. Ils cherchaient à expliquer. Ils cherchaient à expliquer le comportement en fait. Ils cherchaient à expliquer pourquoi même un joueur comme Sergio Garcia, qui est, on n'arrête pas de le dire depuis le début, un immense bonhomme du Tour européen et avec le palmarès qu'il a, bah, ça reste un humain et ça reste un humain avec ses problèmes en dehors du parcours. A priori, c'est vers ça que l'explication de plus en plus se dirige d'après certaines sources qui ne disent pas trop leur nom pour l'instant, mais voilà, qui font état de problèmes perso de Garcia depuis quelques temps en dehors du terrain et qui font que bah oui, le bonhomme, au-delà du joueur de golf, au-delà du professionnel de golf, bah, le bonhomme et le sanguin qu'il est, s'il a des problèmes perso, bah voilà, ça peut ressortir sur le terrain quand en plus les choses ne se passent pas bien, quand en plus il a un problème la veille avec un bunker mal ratissé qui se retrouve dedans, qui se retrouve à devoir faire 2 sorties, donc que ça se passe pas comme il veut et que donc voilà, oui, il pète un câble, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, c'est inexcusable dans le comportement. Est-ce que c'est explicable? Je pense un peu plus, ouais. Mais alors la question c'est, là il s'énerve, mais il aurait pu s'énerver en tapant sur son sac, en cassant un club, en jetant un club. Est-ce qu'il aurait été sanctionné pareil? Probablement, il aurait été en jetant un club. Non, Alexander Lévy l'a dit, là, il aurait pris un green encore, ça pouvait passer, et là 5 ça peut pas passer. On se souvient de Rory McIlroy qui avait jeté son fer 3 d'orage dans les temps. On se souvient de Peters qui avait cassé son club. C'est sûr que le golf c'est frustrant. Même Victor Dubuisson, on peut avoir des gestes, vu des images où il tapait. Mais même des greens, on touche pas aux greens. Voilà, les greens, c'est, et en plus, c'est toujours pareil. C'est que derrière, il y en a d'autres qui font la compétition. Et là, ça peut changer le classement, ça peut changer. Donc c'est en ça, on va pas. Voilà, on va c'est pas d'un point de vue sportif, c'est pour l'équité du sport et voilà. pour le côté un peu. Je veux dire, c'est le golf, c'est un sport dans lequel on s'auto-arbitre tous et on n'a pas envie de voir des greens, de ruiner des greens pour les gens, les compétiteurs qui passent derrière. Donc ça, il s'en est excusé, Garcia. Il s'en est clairement excusé. Il en a parlé directement à certains joueurs qui étaient derrière lui. Je me souviens d'avoir lu des choses comme quoi Robert Rock était quelque partie derrière, a eu une explication le soir même de vis-à-vis à l'hôtel des joueurs. Ils se sont expliqués. Évidemment, Garcia s'est platement excusé. C'est un joueur qui est sanguin. On va pas se le cacher. C'est pas nouveau. Il achetait des chaussures dans le public. Il crachait dans des trous. Voilà, c'est pas un robot ce bonhomme-là. C'est un Espagnol. C'est un gars qui vit son golf. C'est un mec qui est passionné. C'est un compétiteur acharné. Et c'est pas pour rien qu'il a le palmarès qu'il a. Donc oui, des fois ça dépasse les bornes et là ça les a clairement dépassés. Voilà, moi je pense qu'il y a des facteurs pas excusants mais expliquants à ce. Bon, après il a été disqualifié. Voilà, il a été disqualifié. Il risque fortement d'avoir une amende qui sera jamais divulguée officiellement par le Tour européen. Peut-être même une sanction qui sera jamais dite telle quelle, puisque Garcia c'est quand même un des animateurs principaux du Tour européen. Et si le Tour européen commence à dire Garcia on le bannit, on veut plus de toi, il va dire vous êtes gentil, moi je vais retirer mes billes du tournoi à Valderrama, puis je vais aller sur le PGA Tour et vous allez vous débrouiller tout seul. Il y a pas d'intérêt à faire ça. Mais c'est clair qu'il va se passer des trucs, mais sous couvert de ce côté un peu anonyme, et on va laver notre linge sale en famille. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, et c'est comme ça, plus ou moins, que ça s'est passé déjà. Allez, vous étiez donc en Arabie Saoudite, Martin, et vous avez eu aussi Mike Lorenzo Vera qui réagit lui aussi à cette disqualification et ce comportement de Sergio Garcia. Sergio Garcia est un énorme champion, il est humain, il a totalement le droit de péter un plomb. Il s'est excusé, il a fait sa fiche, il va prendre une amende, il s'est disqualifié, il ne peut pas faire mieux. Il a pété les plombs et tous les mecs là qui disent que c'est pas bien les trucs, les machins, mais qui viennent jouer pendant... ça fait 23 ans qu'il est là, 23 ans qu'il joue top, mais au top niveau c'est stressant. Tout le temps, c'est tout le temps stressant, il est mis à l'épreuve encore plus depuis qu'il a gagné le Masters. Et au bout d'un moment, voilà, ça peut péter. Maintenant, comme je dis, et je pense, ayant parlé avec son père aussi, que lui aussi les emmerde de donner de leçons. Voilà. Il regrette, mais je suis un peu fatigué en fait moi de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, les commentaires, les trucs, ça me fatigue sacrément. Mais je pense qu'il a été exemplaire pendant 23 ans et qu'il a le droit d'avoir sa faute. Les gars, faut être cool. Hein. Je vais avoir ton avis. Mais mon avis il est humain et c'est un très grand champion et une super personne.
Maintenant, voilà, il y en a qui vont pas l'aimer, mais c'est absolument pas bien ce qu'il a fait. Mais voilà, il a le droit. Il est pas passé à travers. Hein. Et il s'est fait disqualifier, je suppose qu'il a pris une grosse douille, donc il n'y a rien à dire. Voilà, rien à dire pour... Surtout que Michael Ronzera, en termes de pétage de plomb, il en connaît un rayon et il souligne le côté humain. C'est vrai que c'est un sport encore plus, surtout à haut niveau, où la pression est quand même assez grande. Donc je pense que les pétages de plomb sont... Oui, encore une fois, les pétages de plomb... Dégoupillés, assez facile, mais après voilà... C'est vrai qu'il ne faut pas des robots, mais encore une fois, on ne touche pas au green. Oui, mais voilà, c'est sacré. Mais il a été puni, donc voilà, maintenant... C'est sûr qu'on s'en souviendra pas. Passons à autre chose. Mais juste avant de passer à autre chose, une synthèse du petit dernier du Tour européen du Club France, Victor Pérez, que vous avez écouté et enregistré, Martin. On écoute Victor Pérez qui raconte très bien et qui conclut très bien ce Garcia Gate. C'est compliqué de juger pour plein de points de vue. Je pense qu'on n'est jamais dans la peau de la personne et je pense que voilà, d'avoir un œil extérieur sur la situation, on ne sait jamais pourquoi les gens réagissent de la façon dans laquelle ils réagissent. Certains diront oui, c'était que les greens, comment ça se fait être un joueur de Ryder Cup, gagner des majeurs et avoir cette attitude-là. Donc il y a des gens qui vont avoir ce point de vue-là, d'autres qui vont à mon avis le voir un peu plus philosophiquement en se disant oui, peut-être qu'en ce moment il y avait autre chose en-delà du golf qui fait qu'il était déjà limite sans forcément s'en rendre compte et que les greens c'était juste la goutte d'eau pour faire déborder le vase. C'est dur de dire, je pense que c'est pas encore à moi de m'exprimer sur ce sujet-là, c'est trop personnel. Voilà, Victor. L'excellent Victor Pérez. L'excellent Victor Pérez, en tout cas, qui fait des débuts fracassants sur le tour et qui prouve bien sa maturité sur cette affaire. On reviendra, Martin, évidemment, sur ce tournoi en Arabie Saoudite pour évoquer ce climat particulier. Vous nous direz éventuellement, d'ailleurs, aussi si peut-être que c'est ça qui a conduit aussi Sergio Garcia, ou si peut-être que Sergio Garcia, c'est l'état des greens, enfin la jeunesse des greens, oui, ça n'a pas aidé, oui, ça c'est sûr. Voilà. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, place à l'ambiance incroyable du Phoenix Open. Jean-Philippe, c'était votre deuxième excursion en Arizona pour ce Phoenix Open avec ses près de 200 000 spectateurs par jour. Le trou numéro 16 se part 3 en arène, assez incroyable. Alors Jean-Philippe, le Phoenix Open, c'est la Ryder Cup puissance 10, mais avec des mecs un peu sous ou bourré même carrément. Alors ouais, c'est vrai que le Phoenix Open, c'est vrai que c'est un tournoi à part, c'est un tournoi qui est assez dingue. On n'a pas encore les chiffres officiels de l'affluence de cette année, mais là, en tout cas l'année dernière, c'était 720 000 spectateurs sur une semaine. Vous vous rendez compte, 720 000, c'est quasiment, on a fait les calculs, c'est pas très dur, c'est quasiment 100 Open de France dans la même semaine, voire même peut-être 1000. Selon la police, sympa, ou selon les peut-être 1000 avec ce qu'on va avoir cette année, l'attendant. Ouais, c'est spectateurs de cette année. C'est assez dingue, et Arnaud, vous le soulignez, on peut le comparer à une Ryder Cup, mais en fait on ne peut pas le comparer à une Ryder Cup, parce qu'on se souvient bien, cette année c'était de cette tribune un peu naturelle entre le 1, le trou numéro 1 et le trou numéro 2. Mais en Ryder Cup, on est avec des gens, on voit des personnes, des spectateurs qui viennent voir du jeu. Alors que sur la tribune du 16, donc 16 000 spectateurs, on a plus affaire à des gens qui viennent se la coller. Faut le dire comme il est. C'est prendre une cuite pour ceux qui ne savent pas se la coller. C'est ça, en fait, c'est marrant. C'est dingo, mais c'est un peu, je trouve ça un peu too much en fait, parce que les gens ils sont là, ils regardent du golf, mais en fait ils sont plus là à attendre le dérapage d'un joueur, attendre à ce que ça se passe mal. Tous les putts ratés sont à chaque fois hués. Ouais, moi à chaque fois ça me fait penser à une arène moderne. Mais exactement, c'est exactement ça. Les joueurs sont des gladiateurs, voilà. et autour, voilà, d'ailleurs ils le disent. Ça manque d'un petit tigre qui viendrait à un moment là. C'est quasiment le coup le plus dur de l'année pour eux. Ouais, alors que le 16. Ils ont peur de ce coup-là parce qu'ils savent que s'ils le ratent, ça peut très très alors mal qu'au final, se passer c'est un par 3 de 150 mètres. C'est un coup de fer 9, fer 8 quoi. 150 mètres, mais voilà, à chaque fois, t'as des mecs qui sont là, qui commencent à 10h du matin avec à se pinter. 10h, t'es ouf toi. À 10h, même 7h du matin, ils courent comme des malades pour prendre les meilleures places. Ils courent pas vers les bières quand même à cette heure-là. Ils courent vers les bières, vers les Bloody Mary, vers la gin tonic. Non, mais vous avez l'air bien renseigné. C'est assez dingue. Il s'est intégré au truc. Voilà, c'est
Exactement. Ça s'appelle un élément de reportage. Alors le conseil c'est de venir à partir de 15h, parce qu'à partir de 15h là, il y a le soleil qui a fait effet, l'alcool aussi, les mecs ils sont peintés mais ils sont déchirés. Mais c'est pas too much, ça à 15h? Ah mais c'est complètement too much. Donc Mais- il vaut mieux arriver un peu avant pour voir Non, pour non, voir mais un peu une ambiance ça un peu, fait non partie du spectacle. C'est, D'accord. on voit des nanas, des mecs qui font des culs secs de bière, qui en ont partout, wouhou, qui sont complètement Ah, vous le dingos. faites bien, dis donc, Il y a on y aussi- il y a était aussi- là. il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que c'est à chaque fois la semaine du Super Bowl. Oui, Que exactement. dans ces contrées-là, évidemment, on est aux États-Unis, le sport et en particulier le football américain, et encore en plus, en particulier le Super Bowl, voilà, ça fait venir du monde, et autour de ça, le golf, c'est presque un prétexte. Là, Et puis c'est un des premiers être un peu tournois un peu de l'année fan où il d'eux et fait beau. compagnie. Où Ouais. il fait beau, où il y a du soleil, où il fait un peu chaud. Donc voilà, les gens sortent. En plus, Arizona, Phoenix, c'est une ville assez étudiante. Donc il y a pas mal de jeunes. Et voilà, ils sont dans sur ce trou numéro 16 pour s'éclater. Et pour aller réagir à chaque shot des joueurs. Donc à chaque coup, si le putt est raté, c'est les huées. C'est même un peu cruel. C'est parfois un peu cruel parce que les putts sont pas, des fois, sont pas si faciles que ça. Le joueur putt Ouais, non, bien, c'est ça le jeu, passe de à toute 2 façon. cm. Il n'y a aucune modération, c'est Ah, bien, exactement. c'est bien ou nul quoi. Voilà. Alors Justin Thomas, d'ailleurs, on avait fait les frais, c'était l'an dernier au 3e tour. Lui, il avait décrit son passage du 16 comme un vrai désastre. Il avait fait double bogey. Il avait une tête comme ça. Je pense que ses oreilles bourdonnaient encore sur le green du 18. Phil Mickelson, lui, qui a participé cette année à son 30e Phoenix Open, lui, il essaye de prendre toute cette énergie pour en sortir le positif. Bon, c'est facile à dire, mais Surtout, il a sortir le raté le positif. cut, mais Là, il voilà. a arrêté le cut cette En année. même temps, c'est fil. Voilà, exactement. Il faut savoir que dans cette tribune du 16, les joueurs réagissent, enfin les spectateurs réagissent aussi, surtout parce qu'il y a des paris un peu dans tous les sens, quoi. On parie sur un birdie, sur un bogey. Soit il va toucher le green il ou va pas. toucher De toute le façon, green les ou pas. Américains, ils parient sur tout. Voilà, donc c'est comme les Anglais. Ouais, puis il y a- assez hallucinant. Il y a un truc qui est assez cool parce que je me souviens dans le reportage que nos amis de Canal+ avaient fait au Le trou du justement, diable, ouais. le trou du diable, et ils avaient fait un truc avec Il y a Nico quelques années. Colsart. Ce qui est rigolo, c'est que tous les joueurs balancent des cadeaux pour les Alors, gens, alors des Ça maintenant, spécialités, c'est quoi. plus autorisé. Ah ouais, Maintenant. c'est vrai C'est plus autorisé parce que Ah. pour la sécurité voilà, parce que balancer des chocolats, Bah, c'était drôle ça. certains joueurs le font encore, mais c'est pas autorisé Ok. pour question de sécurité, pour Ouais, éviter t'as raison. Une casquette, c'est dangereux. Ah bah, c'est les On peut Américains. cacher une grenade là-dedans. hein. C'est les Américains. En tout cas, cette année, il n'y a pas eu de trou en 1. Parce qu'on se souvient, le dernier trou en 1, c'était Francesco Molinari. Vous en souvenez très bien. Exactement. Vous y C'était en étiez. 2015 et on avait vu des. Votre première visite là-bas. On avait vu des Douches de bière. des douches de bière, des gobelets dans tous les sens. C'était la folie. Il faut savoir que quand on arrive aussi dans les alentours de 16h, les tribunes, il y a encore du monde, mais on piétine des canettes de bière et des cadavres de canettes de bière. C'est un peu dégueu, faut le dire. Hein. Mais voilà, donc cette année, pas de trou en 1. À noter quand même le bel hommage rendu à Jared Lyle. Qui lui avait fait un trou en Australien 1 qui en est décédé, 2011. Australien mort Exactement. du cancer et qui était un joueur Une de leucémie. tour et qui avait fait donc un 3 en 1 comme tu Voilà, dis. donc ils avaient mis son sac avec une petite plaque en hommage. Donc ça, c'était assez sympa. Voilà, que dire de plus que les fins de journée sont compliquées pour les spectateurs. Voilà, on les voit, c'est souvent des chemins de croix pour arriver à la sortie. Et à la sortie, ils sont accueillis par la police qui, gratuitement, évidemment, mais à titre préventif, font des tests d'alcoolémie pour repartir avec un ami si apparemment, on est au-dessus. apparemment, ils disaient que c'était plus de 3/4 qui étaient. Ah ben c'est évident, voilà. c'est évident et c'est assez marrant parce qu'ils font même des concours sur le taux d'alcoolémie, savoir qui est le plus haut et tout. Ah là là, C'est les assez Américains, drôle. Ils sont intenables. Jamais Bon, on ferait ça en France. nous. Bah non, et finalement, On devrait. la majorité des joueurs qui vont au Phoenix Open aiment bien cette ambiance, mais seulement parce que c'est qu'une fois dans l'année. Et nous aussi. Merci Jean-Philippe. Dans quelques instants, changement d'ambiance radical avec le retour au Saudi International. Martin, on a évoqué la disqualification de Sergio Garcia, qui a un peu éclipsé tout le reste du tournoi, notamment la victoire de Dustin Johnson après un beau combat lors du dernier tour face à Otong Lee et Tom Lewis. Mais en début de semaine, on parlait surtout du fait de disputer un tournoi dans cette dictature où, pour prendre l'exemple le plus frappant, les femmes n'ont quasiment aucun droit. Alors Martin, un tournoi de golf en Arabie Saoudite, ça ressemble quand même Au à un Phoenix tournoi Open. de golf, un tournoi dans les Émirats, c'est comment Pour rien vous cacher, moi, quand on a été, parce qu'on a été invité à ce tournoi-là par IMG, qui nous a conviés, comme d'ailleurs l'entièreté des journalistes qui étaient présents sur place. Il y avait pas mal d'étrangers, d'Écossais, d'Anglais, d'Espagnols et donc moi. C'est très spécial. C'est très spécial dans les premières heures où on est dans le pays parce qu'on sait très bien où on met les pieds pour les raisons en particulier que tu viens d'évoquer, pardon Arnaud. Voilà, sur Politique. Sur clairement la
politique, voilà, sur ce journaliste les droits de l'homme, tout ça, qui s'est fait dessouder sous ordre du régime en place, sur la façon dont on traite les minorités, que ce soit les minorités homosexuelles, de la façon dont on traite la femme là-bas. Un pays où les droits de l'homme n'ont pas trop, pas du tout. Non, pas trop. Il n'y a pas trop de droits de l'homme. Donc on arrive dans une ambiance très particulière. J'en ai parlé direct avec Nicolas Colsart que j'ai croisé au practice le mardi matin et qui m'avait direct dit, moi j'ai failli faire demi-tour en arrivant à l'aéroport parce que je le sentais pas. Il y a un truc qui me gêne là-dedans. Voilà, on est pas, les joueurs n'étaient pas à l'aise, ne le montraient pas forcément. C'est compliqué parce que, pardon. C'est compliqué parce que vous avez une extinction de voix peut-être, Jean-Philippe. C'est compliqué parce que c'est la poussière du phénix. Parce que moi, je me souviens, on en a parlé la semaine dernière. Pour certains joueurs, eux, ils jouent peut-être leur avenir et c'est compliqué de faire l'impasse sur ce genre de tournois qui sont richement dotés. C'est tout le débat qu'on a eu en début de semaine avec pas mal de joueurs. C'est jusqu'à quel point tu peux dire non, en fait. Jusqu'à quel point tu peux dire je ne vais pas faire mon métier parce que j'ai une conscience politique, ou j'ai une conscience au niveau des droits de l'homme, ou j'ai une conscience au niveau des droits de la femme, ou j'ai une conscience à ce niveau, à quelque niveau que ce soit. Et c'est très compliqué pour les joueurs, et la plupart d'entre eux, et en particulier le numéro 1 mondial Justin Rose, ont été très clairs là-dessus. Eux, ils ne font pas de politique, ce sont des golfeurs professionnels, et leur métier, ils le font là où on leur propose de le faire. Il y a une opportunité en Arabie Saoudite, ils y vont. Et surtout, évidemment, ça c'est un peu facile à dire. Mais parce que ces joueurs-là, ils sont payés. C'est sûr que c'est la défense. C'est un alibi. Il a que ça à dire. Mais après, c'est sûr que moi je trouve que ces joueurs-là, ils devraient pas y aller. Après, encore une fois, tous ceux qui eux veulent gagner leur vie, ceux-là, effectivement, je comprends qu'ils y aillent. Après, les meilleurs joueurs du monde, faut pas se cacher. Et on l'a dit pour Garcia tout à l'heure, ils prennent un énorme chèque. Eux, voilà, ils peuvent dire qu'ils font pas de politique, mais de temps en temps, d'ailleurs, c'est des sportifs. Tiger Woods avant tout, ce sont des êtres humains. avait refusé Après, de venir. ils font le tournoi. Après, c'est pas non plus. Pour être très clair, moi j'ai beaucoup discuté avec le président de la fédération saoudienne de golf, avec on va dire le maire ou le président du district du King Abdullah Economic City, qui est une espèce de grande zone pour l'instant. Il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de désert et un golf au milieu, quelques hôtels et encore, et qui est voué à devenir une espèce de mégapole de plus de 2 millions d'habitants. À l'image de Dubaï ou ils ont une Dubaï espèce et Abu Dhabi, quoi. C'est Dubaï, Abu Dhabi et même le Qatar. Ça m'a fait penser exactement à ce genre de pays, à ce genre de régime quelque part. Il y a 30 ans. Et la volonté de l'Arabie Saoudite, enfin la volonté affichée, c'est d'utiliser le golf comme un vecteur de développement de leur pays. Voilà. Donc alors est-ce qu'on a envie de les croire? Pourquoi pas? Est-ce qu'on a envie de dire que d'un seul coup tout ça, de faire venir les meilleurs mondiaux et de faire un trait sur leur histoire, sur leur façon de gérer à leur sauce ce qu'on estime nous être des droits fondamentaux, comme les droits de la femme en particulier, c'est un autre débat. C'était compliqué de l'avoir sur place. Est-ce que j'ai souvenir qu'un des joueurs voulait se faire quadiller par sa femme et il n'avait pas pu, c'est Lee Westwood? Lee Westwood, ouais, bien sûr. Bah, tu peux pas faire travailler ton épouse là-bas. Mais ils veulent pas non, tu peux pas faire travailler ton épouse. Si, tu peux travailler avec ton épouse si tu es marié avec. Mais ils veulent pas refaire. Et puis il n'y a pas une question de tenue aussi. Il y a eu des gros débats parce que Madame Drysdale, la femme de David Drysdale, qui est un Écossais, un sacré joueur du tour, que ça fait des années qu'il est là-bas, il se fait cadailler. Gallois, non? Il est pas gallois? Non, il est écossais, pardon. Merci, j'en vérifierai, mais je crois. Et donc David Drysdale, son épouse, dont j'ai pas le prénom, je l'ai oublié malheureusement, il y a eu des grosses discussions de la part du Tour européen auprès des autorités locales pour qu'elle puisse, ne serait-ce qu'avoir un short. Voilà, on en est encore quelque part là. Voilà. Mais à côté c'est pas prévu qu'il y ait un tournoi féminin qui se déroule là-bas? Si, ils sont en train de réfléchir à ça. Ils ont eu la volonté de développer le golf féminin. Ils sont en train de réfléchir à ça. Non. Apparemment, il y a vraiment des volontés affirmées de la part du gouvernement saoudien et de la part de la fédération saoudienne de développer le golf. Et donc, l'une des questions qu'on leur a posées autour d'une table ronde, et j'en faisais partie, c'était la place du golf féminin dans ce développement-là. Et donc, c'était un peu. C'était touchy, non? Ouais, c'était touchy. Ouais, bien sûr. Martin, au-delà de tous ces problèmes, comment est l'ambiance? Il y a zéro spectateur. C'est encore pire qu'à Abu Dhabi et Dubaï. Il y a rien du tout. Ah bah non, Abu Dhabi, ils étaient tous au Phoenix Open, donc. Abu Dhabi, Dubaï, il y a vraiment du monde parce que c'est déjà des villes. Mais parce qu'il y a plein d'expatriés aussi qui sont très développées. C'est une ville d'expatriés. Je veux dire, King Abdullah Economic City, l'endroit où on était, il y a rien. Il y a rien. C'était Ghost Town la nuit, quoi. Il y avait personne. Il y avait vraiment personne. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça explique un peu aussi alors est-ce que Garcia il a un peu pété les plombs aussi
à ce niveau-là? Est-ce que l'ambiance particulière du tournoi? Non, parce que je dis parce qu'au Qatar, c'est pareil, non? Au Qatar, c'est pareil, mais je veux dire, on est sous cloche dans les tournois de ce type-là, dans ce genre de pays-là, que ce soit en Chine, au Qatar, en Turquie, c'est parcours, hôtel, voiture de courtésie, les restos du coin et les dîners de gala. Il se passe rien, on voit pas la vraie vie. Moi, j'ai absolument pas vu la vraie vie là-bas. J'ai vu la vie qu'on avait envie de me montrer. Voilà. Donc ça, mais d'ailleurs, les joueurs faisaient un peu la comparaison par rapport à la Chine. C'est voilà, ils disaient voilà, bon, on joue en Arabie Saoudite, mais on joue aussi en Chine, qui est pas forcément une démocratie. Quand le Kazakhstan accueille une épreuve du Challenge Tour, c'est un peu la même, tu vois. Et les joueurs, c'est exactement la même. Ils voient pas le pays, ou très peu, ou ils voient le pays qu'on a envie de leur montrer. Donc nous, on a vu le pays qu'on avait envie de nous montrer. Moi, j'ai eu un concert de Mariah Carey sous mes fenêtres, et le lendemain, un concert de Sean Paul. Voilà, c'était ça l'ambiance voulue de la part de ce tournoi et de la part des autorités saoudiennes, c'était de dire, à travers ce tournoi-là, on fait venir les meilleurs mondiaux, on a un parcours de golf, on a une volonté, on a une vision pour les années qui viennent d'ouverture de notre pays, et voilà la preuve qu'on peut y arriver. Bon. À quand un tournoi en Corée du Nord? Ouais. Et en tout cas, on le disait, Martin, en tout cas, il y a eu un très beau tournoi avec un très beau dimanche, avec un très beau duel, et même Tom Lewis qui est venu se mêler à la lutte. Il y a eu du suspense jusqu'au bout. C'était une superbe épreuve sportive. Sportive en tout cas. Moi, je trouve qu'il y a un joueur qui m'impressionne, c'est Atangli. Depuis quelques années. Vous êtes le seul, Jean-Philippe. Non, mais depuis quelques années, on le voit vraiment. Mais en plus, une semaine avant, il avait eu un problème de règles, et là, il est encore à la ligne pour la victoire. Pour rien te cacher, pour rien vous cacher, j'en ai beaucoup discuté. Ça fait pas mal de temps que j'en discute avec Alex Lévy et son caddie Tom Elling de Hautongli, puisqu'ils font partie de la même écurie de management. Ils s'apprécient bien les deux en plus. Ils s'apprécient beaucoup. Ils ont souvent joué ensemble, et à chaque fois qu'ils jouent ensemble, moi j'ai toujours un petit mot de la part d'Alex ou de Tom qui me disent non mais ce gars-là, top 10 mondial dans pas longtemps, c'est hallucinant, il fait tout bien. Et c'est vrai que j'ai suivi pendant 36 trous parce que j'ai pas mal vu jouer Alexander. C'est vrai, il y a pas de faille quoi. Il y a pas de faille. Ça joue bien, c'est calme, ça drive super loin, ça drive droit. Il chip super. Il y a pas de faiblesse chez ce bonhomme-là. Et la façon dont il a réagi, parce que la semaine d'avant, il se prend 2 coups de pénalité. Il était 2e de Dubaï. Il se prend une coup de pénalité pour des histoires de règles dont on reviendra sûrement la semaine prochaine. Plus tard, mais voilà, la force de caractère. Ça lui coûte 100 000 € quand même. Ça lui coûte énormément de points mondiaux et des points à la reste de Dubaï. Voilà. Et je veux dire, de réagir comme il l'a fait là. Et c'est marrant, super, apparemment Alex notamment et tous les Français le disent, en plus c'est un mec adorable absolument. Ce qui est hallucinant, c'est des joueurs les plus sympas du tour, si ce n'est le plus sympa. Il a toujours le sourire ce Atongli, on le voit toujours souriant, toujours la banane. D'ailleurs on étudiera son swing dans le prochain numéro du Journal du Golf, vous pouvez aller vous poser vos questions sur notre site internet. Ce podcast est à présent terminé. Merci Martin au fait, et Jean-Philippe. C'est Dustin Johnson qui a gagné le tournoi. Oui, on l'a dit. On l'a dit, Martin. On l'a dit. Non, c'est juste pour dire qu'il y avait eu. Quel record du parcours d'ailleurs maintenant. 61, ouais, c'est beau. Merci messieurs, rendez-vous la semaine prochaine. Merci évidemment à Rémi Rivière à la réalisation. Salut à tous, bye bye et bon golf. Ciao. Salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.